Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour. Dans cet épisode, on va disserter longuement sur la semaine, disons, de tous les défis pour le 15 de France avec ces 2 matchs en 4 jours qui arrivent contre les États-Unis et les Tonga. Puis on passera à l'arbitrage, pointé du doigt, on se demandera si les arbitres sont nuls ou si l'arbitrage c'est compliqué. Et puis on se penchera sur le cas du Japon après sa victoire face à l'Irlande. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Thomas Perotto, salut Thomas. Salut Christelle. Et Arnaud Requena en direct de Kumamoto au Japon. Salut Arnaud. Salut Christelle. Et bien voilà, vous savez tout. Alors c'est parti, flexion liée jeu. Comme toutes les semaines, avant de commencer, on retrouve notre carte postale japonaise avec toi. Arnaud, t'es à Kumamoto depuis une petite semaine maintenant. Alors, c'est comment, Arnaud, Kumamoto ? C'est marrant. On dirait jamais qu'il y a 800 000 habitants, parce que c'est un peu éparpillé, là. Il y en a un peu partout. Mais il y a des centres commerciaux, des arcades, des trucs ouverts avec des restos, ce qu'ils appellent ici les pachinka slots, c'est les casinos et les machines à sous. Où vous gagnez pas trop de sous, a priori, vous gagnez des billes, alors des milliards de billes, il y en a partout. Il fait, aujourd'hui, ça allait à peu près, mais sinon il fait une chaleur terrible depuis 3 jours, là, une chaleur infernale, avec des très moites, on comprend pourquoi les Bleus se sont entraînés à l'humidité tout l'été, quoi. On en est où d'ailleurs de cette histoire de typhon, en parlant de météo? On rappelle qu'un typhon était allait possiblement s'inviter pour le match d'équipe de France de mercredi. J'ai l'impression que vous en savez plus que nous, parce que ici, les typhons, ils banalisent pas ça, mais enfin, c'est le 18e de la saison, sachant que la saison commence au mois d'août, ils sont très rapprochés. Et puis, pour tout vous dire, surtout, on n'y comprend rien. Donc, sur les écrans, où on voit les choses sur le typhon, on comprend absolument pas. Donc on en sait autant que vous puisqu'on regarde sur Internet. Et là, il semblerait qu'il ait changé de route et qu'il parte vers la Corée du Sud d'abord par la mer. Et donc il passera pas. Après, il y avait un site météo qui annonçait ce typhon depuis quelques jours sur le jour du match avec une pluie diluvienne. Et tous les autres faisaient état d'une petite pluie, 2-3 mm. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est vraiment pas beaucoup. Alors qu'un autre parlait de, 125 ou 130 mm. Là, ça voulait dire que le match n'avait pas lieu. Et là, ce matin, enfin, dans la nuit pour vous, Jacques Brunel disait, j'ai jamais cru qu'il y aurait de typhon. Il est devin ou Monsieur Météo. Ou plus sûrement, il a été chaudé comme tous les autres, par le premier match contre l'Argentine où on annonçait des seaux d'eau et il n'est pas tombé une goutte. Donc il s'est dit, puisqu'ils se sont trompés une fois, ils vont peut-être se retromper. Après, les typhons ici, c'est pas du tout pris comme chez nous, quoi. On discutait comme on pouvait discuter hier dans la fan zone avec un Japonais en anglais qui disait, oui, il y en a un qui a attendu mercredi et qui haussait les épaules, quoi. C'était la force de l'habitude. Oui, c'est juste que si jamais ça devait annuler le match, c'est pas très bon au niveau des comptes. Les comptes seront pas bons, Arnaud. Oui, mais bon, c'est assez difficile on n'a pas vu les gens se barricader, acheter du sucre et tout ça. Voilà, quoi. Il y avait pas de panique, quoi. Ça fait 3 semaines que je suis ici, j'ai pas allumé la télé parce que de toute façon, 1, je sais pas comment elle s'allume, et 2, je comprends absolument rien de ce qu'il y a sur l'écran, qui parle ou que ce soit. Et quand on se balade, on est dans l'incapacité de dire il se passe ci ou ça, quoi. Il faut faire confiance à des gens qui parlent très très mal anglais, c'est-à-dire à peu près à notre niveau, et ça va. Juste une dernière chose, il y a eu une sorte de gloubi-boulga pour l'appel de Gomez Sa en remplacement de Demba Bemba. Tu peux nous en dire un petit peu plus, toi ? Ouais, j'ai trouvé ça marrant, moi, c'était bien. Vous n'avez pas trouvé ça marrant? Moi, je pensais c'est guignol, ta la 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 la. Il est bon le saké, non, Arnaud? Non, pas du tout. J'ai demandé ce matin à l'attaché de presse si France Rugby, c'était la section amateur de la FFR et il n'a pas su me répondre. France Rugby, c'est le compte Twitter de la Fédé. C'est surtout la marque commerciale de la Fédé. Ouais. Là, en l'occurrence, on a surtout l'impression que c'est n'importe quoi. Brunel a expliqué, ma foi, bien plutôt, ce qui s'était passé.
Et on comprend toujours pas pourquoi il est sorti le nom de Antonio et pas celui de Gomez-Sa, quoi. Ouais, il faut expliquer que dimanche, la Fédé a d'abord communiqué sur l'appel de Winnie Antonio en remplacement de Demba Bamba. Ils ont balancé un tweet d'ailleurs relayé par le Stade Rocher, le club de Winnie Antonio, donc c'est cocasse, pour finalement supprimer le tweet et une demi-heure plus tard dire que c'est Daté Gomez-Sa qui venait en remplacement, donc c'est pas très sérieux, ça la fout mal. Et on a appris en plus aujourd'hui... Ce qui n'est pas très marrant, c'est que Winnie Antonio est sérieusement blessé. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et on a appris aujourd'hui que Winnie Antonio en avait pour a priori 3 mois, qu'il allait devoir se faire opérer des cervicales, qu'il avait été autorisé à jouer le match de samedi soir à Bayonne, mais que déjà il y avait un problème latent. Et voilà, donc bon, la raison du forfait de Winnie Antonio, elle est réelle, quoi. Elle est incontestable, indiscutable. C'est juste sur l'erreur de communication majeure faite par la fédération. Donc il y a dû avoir un peu de friture sur la ligne, disons. Je vais vous faire une confidence parce que je suis... ce matin, j'attendais ça avec impatience à 11h, donc 4h du matin chez vous, pendant que vous dormiez. Il y avait les compos d'équipe. Et sachant qu'ils avaient donné depuis quelques jours les 2 équipes, je me suis dit, avec un peu de bol, ils vont se tromper de feuille, nous donner l'équipe pour les Tonga. Ben non, dommage. T'es vraiment... Pour les Américains. T'es mauvaise langue. Ouais, non, c'est marrant, quoi. Si on fait le retard cumulé de l'équipe de France aux entraînements aussi, je pense que tous les Japonais se feraient harakiri. C'est à chaque fois 20 minutes, une demi-heure. Donc c'est bien l'équipe de France qui arrive, on n'est jamais surpris. On va passer au premier thème cette semaine de la mort pour les Bleus. Enfin, peut-être que je m'emballe un peu. Les Français vont jouer les États-Unis et les Tonga, c'est pas non plus Alien et Predator. Mais bon, on a payé pour voir que les Tonga pouvaient être plus forts que nous. Et puis 2 matchs en 4 jours en rugby, ça reste compliqué. Du coup, le staff tricolore a fait tourner les effectifs avec 12 changements, comme les Fidjiens quand ils se sont fait battre par l'Uruguay. Thibaut Giroud, le responsable de la préparation physique, enfin de la performance, on dit, je crois, a expliqué que les joueurs étaient sortis exténués du match contre les Argentins. C'est ce qui explique cette équipe très renouvelée, Arnaud ? Non, je pense que c'est plutôt la gestion, tout simplement, des 2 matchs, quoi. L'équipe de France, elle a battu l'Argentine, donc elle est en position extrêmement favorable pour se qualifier. Elle a son destin en main. Et il lui suffit de gagner les matchs. Ce qui est compliqué, en fait, c'est que les joueurs français, ils sont là depuis 3 semaines. Un peu plus de 3 semaines et un jour. Depuis, ils ont joué un match. C'est-à-dire qu'il y a de quoi s'ennuyer, s'entraîner, faire tout ce que vous voulez. Et là, il va y avoir 3 matchs en 10 jours pour finir l'Angleterre. Pour moi, il y a une parfaite, en tout cas, vu la première composition d'équipe, ça, on fait tourner, quoi. Et Brunel expliquait ce matin que, en fait, pour lui, pas tant que ça, parce que sur les 23 de mercredi, il y en avait 17 qui étaient sur la feuille de match contre l'Argentine. Donc, il y en a 6 nouveaux. Ça fait 23 plus 6, 29. Vous enlevez Bamba, il en manque un. Movaka. De mémoire. Movaka qui ne joue pas. Voilà, ça fait tourner, quoi. C'est assez logique. Après, on s'interrogeait beaucoup la semaine dernière sur la meilleure stratégie à adopter. Est-ce qu'on fait 2 équipes mixtes ? Est-ce qu'on fait une B, une A ? Ce qui était plutôt l'avis de Renaud, qui finalement pourrait être sélectionneur de l'équipe de France. Gloire lui soit rendue, ô toi, grand Renaud. Puisque finalement, l'enseignement quand même de cette compo pour les États-Unis, c'est ça. C'est-à-dire qu'a priori, là, on est sur une équipe presque B, on va dire, et on va remettre une équipe plutôt A contre les Tonga, vraisemblablement, qui ressemblera fortement à celle de l'Argentine et a priori, sauf catastrophe, à celle de la semaine d'après contre l'Angleterre. Voilà, puisqu'on a gardé 3 joueurs seulement, UG, Ficou et Ituria qui change de position par rapport à l'Argentine. Et comme l'a dit Arnaud, voilà, tous les autres, alors certes, il y avait des gens qui étaient remplaçants, mais tous les autres intègrent l'équipe. Et ça ressemble quand même, sans faire offense à qui que ce soit, à une équipe B, cette équipe contre les États-Unis, quoi. Maintenant, moi, j'aurais fait exactement pareil. Mon cher Clément, je t'ai entendu la semaine dernière dire moi je panacherai. Bah, alors là, c'était le meilleur moyen de faire 2 merdes en 4 jours. Ouais, mais je préfère faire 2 petites merdes. Je préfère faire 2 petites merdes. Je préfère faire 2 petites merdes en 4 jours et assurer 2 victoires, même médiocres, que faire une grosse bouse. Tu vois, et qui pourrait te coûter la qualification. Mais bon, après, non mais... Dimanche, on en parlera, et puis ils auront pris 10 points. Voilà. Non mais parlons sérieusement, sans faire offense à cette équipe des États-Unis que j'ai trouvé d'une faiblesse crasse contre l'Angleterre.
voilà, cette équipe de France-là, elle tient la route, elle a une épine dorsale solide, on fait quand même rentrer Picamol en 8 avec son expérience et capitaine, donc elle doit éviter le show-strap, il n'y a aucune raison qu'elle se vautre contre les États-Unis. Moi, ce qui m'embête un peu plus, c'est plus de ne pas avoir maintenu certaines associations sur le terrain, justement, pour emmagasiner de la confiance. Le dernier match, c'était il y a longtemps, donc peut-être que les joueurs se sont reposés, c'est bien, mais ce qu'il leur faut, c'est du jeu. Je pense notamment au centre, où on avait dit que Vakatawa, il avait peu été associé avec Fickou. Là, Vakatawa sort, c'est Guitoun qui prend sa place. Même à l'ouverture, où Ntamak avait peu joué, finalement, en 10 ces derniers temps. Là, on remet Lopez, qui a certes fait un bon match, d'accord, mais c'est dommage de ne pas avoir eu le courage justement de laisser des associations à des postes clés, même en troisième ligne. Olivon qui a peut-être aussi besoin de temps de jeu. Je pense que ça aurait été plus bénéfique pour la suite de la compétition. Le vrai courage, c'est de dire bon, mais vous nous autorisez 31 joueurs, nous on va à la Coupe du Monde à 23. On leur fait jouer tous les matchs. C'est ça le vrai courage. Mais le 13 octobre, on est à Paris. Hein. Là, je suppose que les A, ils joueront contre les Tonga et ils auront 6 jours pour préparer l'Angleterre. Là, sinon, on faisait jouer, comment il s'appelle, Dupont-Tamac mercredi, puis dimanche, puis encore contre l'Angleterre. Mais non, tu faisais tourner. C'est inhumain. Tu ça aurait été plus simple de faire tourner pour le troisième match. Bah oui. Vu que ça leur laissera que 6 jours entre les Tonga et l'Angleterre. Les Tonga sont meilleurs que les États-Unis, a priori, quand même. Les Tonga, ils vont te rentrer dedans, alors que les États-Unis, ils vont te, comment ça s'appelle, ils vont essayer de courir, de te contourner. C'est très bien pour le risque de blessure, ça. Eh ben, raison de plus, si tu prends cet argument-là pour avoir des mecs, parce que ça va piquer contre les Tonga dimanche, tu rejoues 6 jours après contre l'Angleterre, peut-être qu'il aurait été bien de préserver entre guillemets certains cadres de ce match très physique. Après les deux, moi j'ai pas de religion sur la question, les deux points de vue se respectent. Ce qu'il faut juste, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est éviter un accident sur les deux. Et effectivement, peut-être qu'on est dans la réflexion aussi générale marqué au fer rouge par 2011. Moi, je suis pas certain que les Tonga soient très meilleurs que les États-Unis. Sur ce que j'ai vu, j'ai pas dit très moins d'une faiblesse insigne pour te reprendre. Non, mais sur ce que j'ai vu depuis le début de la Coupe du Monde, oui. Mais je crois que les Américains ont vraiment, et c'est ce que disait leur coach, fait un match pas du tout dans leur standard. C'est difficile aussi face à une Angleterre qui était solide et qui a fait les choses proprement. Ils se réservaient pour la France. Mais non, mais peut-être. Mais enfin, alors le classement mondial, on en pense qu'on veut. Enfin, mais au classement mondial, en tout cas, les Américains sont devant les Tongiens, quoi. Et sur ce qu'ils ont montré, la progression qu'ils ont montrée depuis 1 an et demi, je pensais, peut-être que je me trompe complètement, mais je pensais que les Américains meilleurs, ou en tout cas, enfin plus à même de nous embêter que les Tonga. Voilà, on verra. Mais après, c'est normalement, encore une fois, il y a, sauf Typhon. C'est 2 matchs que tu dois gagner. Avec le bonus. Avec le bonus si possible. Et rappelons-le, à la fin de la semaine, peut-être que dans le meilleur des scénarios, la France est qualifiée, puisque si l'Angleterre bat l'Argentine samedi et que toi, tu as fait le plein, que tu as pris 10 points, normalement, c'est bon, tu es en quart de finale dès samedi, dès dimanche, et tu n'as plus qu'à jouer la première place du groupe contre l'Angleterre. Et est-ce que vous avez remarqué quand même cette équipe de France de mercredi, elle a quelque chose d'extraordinaire, surtout pour vous deux, Clément et Thomas, avec qui j'ai conversé il y a 15 jours. On n'a pas un buteur, monsieur, on en a 2, on en a 3, on en a 2. C'est une dinguerie, c'est de la folie. On va peut-être gagner 99-0. Que des buts. Ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Il y a qui comme buteur ? Machno, Lopez et Ramos. Merci. Et qui va buter ? Et qui va buter, c'est la grande question quand même. Est-ce qu'ils vont pas s'engueuler ? On ne sait pas, justement. On ne sait pas. Ils se sont entraînés ce matin. On a vu Machno après cet entraînement. Il a dit on n'a pas décidé. Et il devait rebuter cet après-midi et décider demain avec le staff. C'est à celui qui le sent. Voilà, ça se passe comme ça. Il faut un tirage au sort. Et si les trois le sentent, vous, Noron me dit ça se passe. Le cas de figure n'est jamais arrivé. Il y en a un qui dit tiens, je le sens bien. Et, voilà. Et toi, tu sens que lequel va se sentir bien ? Je mettrai une pièce sur Machno. D'accord. Qui est expérimenté, voilà. Mais après, je peux me gourer. Je sais pas les sensations. Là, les buteurs, il n'y a que qui savent. Ils se sont rencardés quand même puisqu'ils déménagent sur le stade de Fukuoka, qui est un peu ouvert à tous les vents, si j'ai bien compris. Donc voilà. Je pense qu'ils vont décider en fait demain après l'entraînement du capitaine là-bas. Ok. Mais bon, on en a 3. La dernière fois, fini parce qu'il n'y en avait pas. Mais Ntamak avait été très bon. Et Ntamak a été très bon, mais avant le match, c'était la grande trouille. Oh là là, c'est pas possible. Alors que là, on va avoir 3 buteurs, mais il y aura un pourcentage terrible.
Il y aura 12 essais, dont 8 d'Aleverete Raka. De qui ? Qui fait partie des gens Raka. Très bien, voilà. On va passer au deuxième thème et à l'arbitrage, avec les arbitres de la Coupe du Monde qui sont au centre de l'attention. En cause leurs décisions pas assez sévères, en résumé, je crois on peut dire, sur des plaquages jugés dangereux. Le Français Romain Poite lui-même, qui a arbitré Galles-Australie, a notamment été pointé du doigt par les Australiens qui ont perdu. Peut-être ils auraient été moins énervés s'ils avaient gagné. La commission de discipline, en suspendant des joueurs qui n'avaient pas reçu de carton, n'aide pas vraiment. Et World Rugby non plus, qui a publié un communiqué pointant un arbitrage ne correspondant pas toujours aux critères établis, je cite. Ce qui, en langage non institutionnel, veut dire un arbitrage pas à la hauteur, quoi. Voilà. Mauvais, selon eux. Thomas, toi qui étais avec les arbitres français lors de la préparation cet été, t'en penses quoi ? C'est dur d'être un arbitre ? C'est ça, mais ce qui est un peu étonnant, c'est que justement pendant cette préparation, les arbitres avaient vachement axé là-dessus sur le jeu ce qu'ils appellent le jeu déloyal, avec tous les plaquages un peu dangereux. Donc ils ont une échelle, une espèce de barème pour prendre des décisions. Là, ils l'ont appliqué de manière, je trouve, plutôt cohérente entre eux. C'est juste les instances du coup qui leur tapent un peu sur les doigts. Alors je trouve ça dommage que les instances en fait reviennent un petit peu sur ce qui a été établi ou remettent le curseur à un endroit différent en pleine Coupe du Monde, quoi. Ouais, il y a plusieurs choses. Ce qui est choquant d'abord, effectivement, c'est le communiqué de World Rugby qui s'est complètement désolidarisé de son corps arbitral. C'est un communiqué qui, d'après ce que l'on sait, provient du top niveau de World Rugby, sans concertation aucune avec les responsables de l'arbitrage qui dépendent de World Rugby. Donc ça n'a pas été très très bien perçu en interne. Et puis ça a accentué la pression et le feu des projecteurs sur ces arbitres qui sont les pauvres. Voilà, c'est extrêmement difficile à arbitrer comme sport, qui se retrouvent sous le feu des critiques et qui, c'est vrai, je crois, au début, ont peut-être manqué de discernement sur certaines situations. Je pense notamment à Romain Poite sur le match Russie-Samoa, où il met 2 cartons jaunes à des Samoans qui ensuite ont valu des suspensions parce qu'on estimait que c'était des cartons rouges. Que la commission de discipline après fasse son boulot, ça me choque pas du tout. Mais pourquoi ? C'est là qu'il faut se poser la question, c'est pourquoi Romain Poite en est arrivé à mettre des jaunes, là où d'ailleurs, dans ses premières réflexions sur le terrain, tout laisse à penser qu'il va mettre un rouge. Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a d'abord ces fameux barèmes, là, ils ont appelé ça un arbre décisionnel, là, qui doit leur permettre... c'est ce qu'ils appellent des observables en fait, sur le terrain. On répond à des questions, est-ce que si, est-ce que ça, oui, non. Et puis on répond à plusieurs questions comme ça, et on arrive à jaune, rouge, simple pénalité. Et on a le sentiment que cet arbre décisionnel, il les perturbe plus qu'autre chose. Il leur fait perdre de la spontanéité dans leur arbitrage. Et il y a une deuxième chose à souligner, c'est les interventions assez intrusives de l'arbitre vidéo qui discute avec l'arbitre de champ et qui lui dit, voilà, moi je vois ça. Et donc, ce qui crée finalement une sorte de doute. Finalement, on a l'impression qu'ils arbitrent à 2 et non plus à 1. Or, 2, c'est le pire nombre pour prendre une décision. Comme, je sais plus, c'est Clémenceau qui disait, il faut un nombre impair et 1, c'est mieux que 3. Ouais. Voilà. 3, c'est déjà trop. 3, c'est déjà trop. Voilà, merci. Et des résultats des courses, je le redis, je pense qu'ils ont perdu en spontanéité dans leur manière d'arbitrer. Et que du coup, ils se sont un petit peu plantés, alors qu'on pensait justement au début de la Coupe du Monde que ça allait être la Coupe du Monde du carton rouge, que ça allait sortir des cartons rouges à tout va. Finalement, ils en ont fait moins qu'attendu et ils se font taper sur les doigts derrière. On rappelle aussi que World Rugby a mis en priorité la santé des joueurs. Oui, non, mais ça c'est voilà, ça c'est. C'est aussi ce qui explique tout ça, notamment suite aux 3 décès en jeu qu'on avait eu en France l'année dernière. C'est pas des modifications de la règle, parce que la règle elle existe depuis déjà quelques années, mais toute cette accentuation de l'attention sur cette problématique-là vient effectivement d'une réunion à l'initiative de la Fédération française de rugby avec World Rugby à la fin de l'année dernière. Il y a ensuite eu comment on appelait ça, le symposium sur la santé dans le rugby qui a eu lieu à Marcoussis en mars. Voilà, donc tout ce qu'on voit et le fameux arbre décisionnel dont je parlais qui est en vigueur aujourd'hui, est la conséquence justement de toutes ces rencontres au sommet des derniers mois. Et les arbres décisionnels, si je peux me permettre. J'ai vu le match d'ouverture Japon-Russie. Il y avait au moins un rouge dans ce match qui n'a pas été donné. Donc, à la fin de ce match, j'ai dit voilà,
Le premier match, ils conditionnent le reste, un jeu, un arbitrage. Donc, ils vont pas faire ce qu'ils ont dit. Voilà, ça c'est vu. Romain Poite avec les Samoa, j'ai pas vu. Hier, j'ai vu en revanche Australie-Galles. Hooper, il mérite 1000 fois, 100 000 fois un carton jaune. Il prend une pénalité. Je suis d'accord. Hooper, c'est ce plaquage à retardement sur Bigard, c'est ça ? C'est ça. Si on te donne des jaunes quand il estime que c'est rouge et met des pénalités quand ça devrait être jaune, on va pas y arriver. De même, l'arbitrage vidéo, là, je viens de voir Écosse-Samoa. Il a fallu 3 ou 4 minutes pour accorder un essai de pénalité, mettre un carton jaune à l'ailier gauche des Samoans en première mi-temps. On regardait ce match, tous les envoyés spéciaux de l'équipe ensemble. Je vais faire l'immodeste. Tout de suite, j'ai dit, il y a carton jaune, essai de pénalité. Ça a pris 3 minutes. Et sur le tacle du même joueur de l'autre côté, à gauche sur le joueur écossais, j'ai dit, il y a carton jaune et essai de pénalité. Je suis Arnaud Requena, j'ai jamais arbitré de ma vie et je l'ai vu sans leçon, sans tout ce que vous voulez. Je veux bien qu'on dise que World Rugby fait n'importe quoi, j'en sais rien. Les arbitres, il faut qu'ils appliquent. Et du coup, à l'arrivée, Gahuzer, il a pris 2 bonnes décisions aujourd'hui. Mais pourquoi attendre autant de temps sur la première image ? Arnaud, ce que tu dis est complètement... Enfin, je te rejoins à 200%. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la perte de spontanéité des arbitres. Et je vais citer Didier Menet, qui est notre consultant pendant ce mondial sur l'arbitrage. Ancien arbitre international, ancien patron des arbitres français. Et qui dit, à mon avis, les arbitres de ce mondial passent beaucoup trop de temps à décortiquer les actions de jeu déloyales à la vidéo. L'utilisation intensive du ralenti entraîne aussi la perte de vision globale de l'action incriminée. Il n'y a plus de perception du temps réel. Et ça vient finalement, ce que je disais, troubler la spontanéité de la décision. Et il suffit de revenir à des choses de bon sens. Tu disais tout à l'heure, Arnaud, tu parlais de Hooper. Menet, il dit, prenons le cas de Michael Hooper, plaquage à retardement à l'épaule, a-t-on besoin de l'arbre décisionnel, a-t-on besoin de revoir 8 fois l'action ralentie ? Non, c'est carton jaune direct, comme cela a toujours été, sans se prendre le chou, entre guillemets, après, à essayer de trouver des observables. Est-ce que le porteur de balle a modifié la hauteur de son corps au dernier moment ? Est-ce que le défenseur a pris ça en compte, ceci, cela ? Est-ce qu'il l'a eu dans le champ de vision pendant toute l'action ? Ça devient dingue. Il y a une action qui est assez symptomatique de tout ça, c'est le centre américain, Francis, contre les Américains. Le centre anglais, Francis, contre les Américains. C'est la première action du match. Coup d'envoi, réception d'un Américain qui met un crochet qui se baisse un peu. Francis arrive comme un débile, percute la tête du joueur avec l'épaule. Il ne prend rien sur le coup. Passons, des fois ça arrive, on peut rater. Et il ne prend rien en commission de discipline. Alors là, je suis désolé, je ne comprends plus, quoi. Sous prétexte que le joueur porteur du ballon a fait un crochet qui lui a fait perdre un peu de hauteur et que Francis, au dernier moment, ayant vu ça, a quand même essayé d'atténuer la violence du choc. Mais le choc, on peut le voir 1 fois, 2 fois, 100 fois, il est effrayant. Je veux dire, le mec, le joueur américain, il va pas y laisser la vie, n'exagérons rien, mais voilà. C'est ce que disaient les Australiens hier, c'est pour ça qu'ils râlaient. Il faut pas que le rugby devienne soft, c'est pas ça que je dis, mais il faut pas non plus qu'il y ait 2 poids, 2 mesures, et il faut que les arbitres sur le terrain prennent leurs responsabilités comme ils l'ont toujours fait, sans s'en remettre à 8000 ralentis, et voilà, quoi. Et puis, je crois beaucoup à la vertu de la punition. Tu mets 2 rouges ou 3 dans un match, alors on va me dire, mais la fois d'après, ils vont faire moins, et puis après, ils le feront plus. Et il y a des années, en foot, ils avaient dit, il faut arrêter de tirer les maillots dans la surface. C'était pas une nouvelle règle, ça existait depuis 2000 ans. Il faut arrêter. 1 penalty, 2 penalty, 3 penalty, c'était réglé après, quoi. C'est réglé, tout simplement. Mais là, on l'a pas réglé au premier match. Il y a eu un attentat au premier match, mais le mec doit prendre 6 mois de suspension, quoi. Non. Voilà, bon, je sais pas, moi, je sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Très bien, on va laisser là les arbitres tranquilles, se reposer. Arnaud, avant d'aller te coucher, un petit mot sur les Japonais qui ont battu l'Irlande, un autre exploit 4 ans après leur victoire contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, je sais plus si c'est un exploit, c'est peut-être plus un accident. À force, c'est une nation du rugby qui naît, on peut dire, Arnaud ? Ouais, et puis entre les deux, elle avait balisé en arrachant un nul à une glorieuse équipe de France à la Paris la Défense à l'Arena. Trêve de plaisanterie, ils auraient dû gagner contre nous ce jour-là. Je sais pas si c'est une nation qui naît, c'est très compliqué parce que là, les matchs, nous on a vu le dernier en fan zone, c'était assez rigolo d'ailleurs.
Ils sont très attentifs, ils aiment beaucoup les coups de pied, les supporters japonais, ils applaudissent les belles passes, tout ça, ils suivent bien, ils connaissent bien les règles, mais c'est difficile oui, c'est plutôt le sentiment national que le rugby, quoi. Après, je peux pas du tout savoir ce qui se raconte entre eux, mais c'est pas une passion délirante, quoi. Alors après, puis ce qui est compliqué pour eux, c'est qu'ils ont quand même ils ont 127 millions d'habitants et ils n'ont pas 30 joueurs asiatiques dans l'équipe, loin de là. Donc s'ils les ont pas, c'est qu'ils doivent pas les avoir à l'école de rugby. Je sais que c'est assez marginal comme sport, le rugby. Ici, le baseball écrase tout, vraiment. Et après, bon, il y a d'autres disciplines. Mais là, de dire c'est le Japon, c'est le rugby. C'est marginal certainement en termes de nombre de licenciés et en termes d'intérêt de la population globale, mais c'est un sport qui est quand même très solidement ancré au Japon. Le Japon ne découvre pas le rugby à l'occasion de cette Coupe du Monde. C'est un sport qui est ancré là-bas depuis la fin du 19e siècle. Donc c'est une des nations, c'est une nation historique d'une certaine manière de ce jeu. Je crois qu'ils ont fait toutes les Coupes du Monde, si je dis pas de bêtises. Il faudrait vérifier, mais il me semble qu'ils ont toutes faites. Faut dire qu'ils n'ont pas une concurrence non plus très féroce en Asie, donc ils se qualifient toujours assez facilement. Après, ce qui est certain, tu l'as dit toi-même, Christelle, c'est plus un exploit en fait. Ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que tous les joueurs japonais, c'est Fred Bernès qui écrivait ça, qui racontait, il avait suivi quelques confs de presse d'avant-match. Tous les joueurs japonais ont dit on va battre l'Irlande. On va battre l'Irlande. Il y a même un ailier qui avait donné un pronostic, 33-26, je crois, il a donné le bon écart. Et c'est pas de la forfanterie, quoi. Ils sont intimement convaincus de leur valeur. Ils disent depuis 4 ans qu'ils vont aller en quart de finale. Je suis le premier à ne les avoir jamais crus et je suis le premier à penser maintenant que ils vont peut-être le faire. Maintenant, ils ont une poule qui est pas simple dans un sens parce que je veux dire, ils auront aucun match facile, quoi. Ça n'a pas été simple contre la Russie parce que c'était le match d'ouverture. Ça va pas être simple contre les Samoa. Ce sera évidemment pas simple contre l'Écosse pour finir. Donc c'est pas encore fait. C'est pas parce qu'ils ont battu l'Irlande qu'ils sont en quart de finale. Loin de là. Mais il y a un truc incroyable autour de cette équipe, quoi. Et puis c'est vrai que dans la manière de jouer, elle dégage un truc assez enthousiasmant parce que les mecs s'envoient mais comme des gagas. Et tu ne peux qu'adhérer à ça, quoi. Il y a pas de génie du jeu dans cette équipe, il y a pas de star, il y a pas de mec incroyable, mais collectivement, c'est impressionnant. Et notamment la manière de nettoyer les rucks. Putain, mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, mais Clément, c'est exactement ce que j'allais te dire. Moi, je suis pas un grand spécialiste du Japon, mais je suis depuis 3 semaines ici, j'y vis tous les jours, donc je vois les gens comment ils sont. Et ça fait quelques jours, je me dis, ils ont un sport là qui leur correspond. Collectif, avec des règles très compliquées, donc eux, ils adorent ça, où il faut être 2 cm à droite, c'est 2 cm à droite et pas 1, etc. Et nettoyer les règles, ça correspond tout à fait à leur mentalité. En revanche, je pense que là où ils seront moins bons, et ça c'est culturel, et même plus que culturel, quoi, c'est dans l'éducation, c'est que la prise d'initiative individuelle n'existe pas, quoi. Et l'autre jour, c'était frappant, j'étais à un entraînement des U15, et il y avait Galtier et Guirado qui dirigeaient les trucs, et Guillaume Guirado qui demandait à une fille est-ce que tu peux trouver un mot en rapport avec le rugby pour qu'on pousse le cri de guerre. Et la jeune fille était épouvantée, n'osait rien dire, et le traducteur lui dit mais attends, tu lui demandes un truc, en 3 secondes, elle n'a jamais pris une décision toute seule de toute sa vie. C'est quelqu'un qui connaît très bien le Japon qui traduisait. Et c'est ça, quoi. Et je pense surtout que le match d'ouverture face à la Russie les a vraiment libérés. J'ai l'impression qu'ils avaient même plus de pression face à la Russie que face à l'Irlande, où l'Irlande, finalement, ils ont pu jouer un petit peu libérés, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils ont exécuté leur plan à la lettre, et c'est pas non plus une surprise, hein. Si on regarde un peu les matchs amicaux de l'été, je crois qu'ils passent 40 points aux îles Tonga, 35 aux États-Unis. Alors certes, il y a eu un accro contre l'Afrique du Sud, mais c'est une nation qui avait des résultats vraiment positifs ces derniers temps. C'est pas une surprise, quoi. Je me souviens de Jean-Pierre Rissal qui avait entraîné la sélection japonaise et qui, lors de sa prise de fonction, avait dit devant la presse, on lui avait demandé mais qu'est-ce qu'ils ont comme défaut les Japonais, et il leur dit vous trichez pas assez. Et la traductrice n'a jamais voulu traduire ses propos. Tellement c'était choquant. Pour bien appréhender ce que peut être le rugby japonais et puis le fonctionnement des équipes, je vous invite à lire le remarquable papier de Dominique Sartel où elle a interrogé Nicolas Kraska, qui est un joueur français qui évolue là-bas depuis 2015. Et franchement, c'est passionnant, c'est hyper intéressant de comprendre un peu le fonctionnement des équipes là-bas via ce papier. Oui, il est incroyable ce papier. Ouais. Le rugby ressemble tout à fait à la vie de tous les jours, j'allais dire, quoi.
quand elle raconte que le jeune joueur doit masser le dos et demander au vieux si c'est pas trop chaud, etc. Ça semble ahurissant vu de France, mais franchement, vu d'ici, c'est le jour à tous les moments, quoi. D'ailleurs, Thomas, tu vas aller masser le dos de Clément. Oui, c'est vrai, tu fais bien de nous le rappeler. Il faut qu'on aille dans un onsen, là, il y a Thomas qui doit me masser les pieds. Messieurs, avant de se quitter, on fait un petit pronostic. On avait la même configuration avant le match de l'Argentine, donc on peut rappeler que et Clément et Thomas avaient pensé que les Argentins allaient gagner, que seul Arnaud avait pronostiqué une victoire des Bleus, alors bravo Arnaud. Voilà, c'est tout. Du coup, ton pronostic... États-Unis 52-9. Et les Tongiens, 39 à 11. Clément ? Contre les États-Unis, 47-23. Et contre les Tonga, 38-10. Et Thomas ? 40-12 face aux États-Unis et 24-5 face aux Tonga et 2 blessés. Ok, eh bien, écoutez, merci à tous. On va se retrouver jeudi, exceptionnellement, pour un débrief spécial France-États-Unis. Eh bien voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Thomas Perrotto et Arnaud Requena. Merci à Roland Richard, à la technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcasts, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous des étoiles. Et on se retrouve jeudi.